Les débats à partir de 11h. On est ensemble avec vous jusqu'à midi. Vous retrouverez ensuite André Berkoff aujourd'hui pour débattre et commenter l'actualité. Dominique de Montvalon. Bonjour Dominique. Bonjour. Journaliste, Bonjour, éditorialiste politique. Patrick Vignal, député La République En Marche de l'Hérault, candidat au municipal de Montpellier. Bonjour Patrick. Bonjour. C'est pour ça qu'on ne vous avait pas vu pendant si longtemps. Vous prépariez cette candidature? Non, je me suis dit, je suis trop à gauche pour venir sur Sud Radio, donc je ne sais pas. Ça fait plaisir à Pierre, c'est pour ça que je dis Jacquemin ça. s'étouffe, mais pas du tout. Toutes les opinions s'expriment sur Sud Radio. Vous savez, Sud Radio parlons vrai. Donc quand on parle vrai, tout le monde a la parole. Mais Pierre je suis ravi de vous voir, ça me fait énormément plaisir. Et bien nous aussi. Pierre Jacquemin, rédacteur en chef de la revue Regard. Et vous avez publié Ils ont tué la gauche aux éditions Fayard. Et Franck Marguin, bonjour, conseiller régional Les Républicains d'Île-de-France. Et on est avec vous. Donc on va parler, reparler de la SNCF et des sanctions qui vont être prises envers les cheminots, une retenue sur salaire, puisque Elisabeth Borne l'a confirmé hier, c'est une grève et non pas un droit de retrait. Qu'en pensez-vous? 0826 300 300. On va parler de nos agriculteurs qui manifestent aujourd'hui. Sont-ils les mal-aimés de la République? Paradoxe, on défend l'agriculture française et en même temps on les stigmatise pour l'utilisation de pesticides. Et puis François Hollande revient. Il s'exprime aujourd'hui dans Le Parisien. Il publie un nouveau livre. Que cherche-t-il en route vers 2022? On en parle avec vous. Et puis Patrick Balkany doit-il être remis en liberté? Je pense qu'on n'aura pas le temps de tout traiter, mais voilà, ce sont des pistes de réflexion. Vos coups de gueule, vos coups de cœur. Commençons peut-être avec Dominique, puisque c'est tout frais, tout nouveau. On a hier découvert le logo des Jeux Olympiques 2024. Oui. Alors, je veux dire, pour être clair, que cette perspective des Jeux Olympiques m'inspire des sentiments dubitatifs. J'espère que ça ne coûtera pas trop cher. Et j'espère le jour venu que ce sera une réussite, accessoirement, que les athlètes français s'y distinguent. Va rejoindre la France Insoumise bientôt. Si jamais c'est leur combat, je pourrais le partager. Enfin bref, il y a d'autres combats aujourd'hui. Mais du coup, je me sens encore plus à l'aise pour donner un petit coup de chapeau, pas un grand coup de chapeau sur ce logo. Il vaut vous pour êtes les bien le seul, parce que il est moqué sur les réseaux sociaux. Bon, écoute, de toute façon, on aurait mis un chien, la Tour Eiffel, je sais pas quoi, une paire de Nike. Faut peut-être essayer de le décrire. C'est un rond à l'intérieur duquel il y a une flamme et une bouche. Et quand on le regarde de près, on a l'impression de voir une sorte de coiffure, de publicité pour un salon de coiffure. D'ailleurs, il y a sur les réseaux sociaux, alors c'est pas très radiophonique, Centre Santé du Cheveu. Vous avez à peu près le même logo. Ça a été parodié. Non, ça n'a pas été parodié. C'est le logo. Non, mais le santé du cheveu. Non, Boucle d'Or, ce sont des vrais logos de salon de coiffure. Donc c'est pas très loin du salon de coiffure. Qu'est-ce que vous voulez me faire comprendre, Valérie, que j'ai fait preuve d'une audace que je vais payer cher parce que je me ridiculise, peut-être. Bon, ok, je vous dis simplement d'un mot. Que bon, au passage, comme je ne crois pas aux Jeux Olympiques, à ces Jeux Olympiques-là à Paris. Donc vous croyez au logo. Et je donne un petit coup de chapeau à ce logo. Et voilà, en faisant pas un drame, il y a d'autres sujets aujourd'hui plus importants. Mais le fait qu'il n'y ait pas de bonnet phrygien sur cette Marianne ne vous gêne pas? On parlera de laïcité dans quelques minutes. Allez, Patrick, votre coup de cœur, coup de gueule? Mon coup de cœur, c'est qu'il y a un pôle de gauche qui pourrait se mettre en place à la République En Marche. Et quand je fais le porte-à-porte dans les étages de Montpellier, j'avais un peu de mal et ma jambe gauche qui était atrophiée et ma droite hypertrophiée. Donc là, je suis complètement en osmose sur mes deux jambes. Et donc, je suis ravi que ce soit Jean-Yves Le Drian ou Didier Dussopt. Il faut rééquilibrer cette politique. J'en suis ravi. Ça s'appelle du « en même temps ». Bon, c'est dur en même temps. Ou pas oui, allez-y, Pierre. Non, parce que ça vous inspire quoi? On se souvient il y a quelques mois, les élus des Républicains avoir fait à peu près la même chose, la même démarche d'ailleurs dans le JDD, avec une dizaine, je crois 70 élus régionaux, locaux qui faisaient part de leur adhésion à la politique d'Emmanuel Macron. Bon, je trouve que tout ça est assez... c'est presque normal, le en même temps, il a besoin de fonctionner. Je pense quand même... Et là, peut-être vous allez me démentir, sans doute vous me démentirez, mais dans beaucoup de cas des signataires, d'ailleurs 70 signataires après 6 mois de travaux pour trouver 70 élus de gauche, ça me paraît assez faible quand même en termes de démonstration. Vous auriez annoncé un chiffre de 1000 élus locaux, ça aurait peut-être eu un poids un peu plus important, mais quand même, on sait quand même que derrière cette démarche, il y a une volonté quand même d'avoir l'investiture de la République En Marche et que c'est aussi ça qui se joue derrière ça, peu importe le gauche, le droite. D'ailleurs, quand on lit la tribune des élus qui veulent créer une sensibilité de gauche dans la Macronie, on voit que parmi les points prioritaires, il y a quand même la question
je l'avais écrit, la pression migratoire. La pression migratoire, je ne crois pas que ce soit un vocabulaire de gauche. En tout cas, quand on a une analyse de ce qui se passe dans le monde, on ne parle pas de pression migratoire. Et aussi le besoin de protection identitaire et militaire de ces peuples. Franchement, ça ne me paraît pas revêtir en tout cas un vocabulaire ni une pensée de gauche. Donc je cherche encore où est la gauche dans cette sensibilité. Alors, très franchement, cet appel, c'est pas pour préparer les municipales. Vous savez très bien que l'étiquette, souvent municipale, n'est pas la principale rencontre municipale, c'est la rencontre d'un homme, d'une femme, d'une équipe. C'est mieux de ne pas avoir un candidat La République En Marche en face de soi quand même. Oui, pour certains préfèrent ne pas avoir de candidat, mais ça, je leur laisse à leurs affaires. Si on est pragmatique, c'est plus général, plus pratique quand même. Voilà, d'une manière plus générale, si vous voulez, je pense que ça fait quand même quelques temps qu'on le dit, quelques-uns, et la crise des Gilets jaunes nous a aidés, elle était salutaire pour le gouvernement, c'est de rééquilibrer la jambe gauche, tout simplement. Donc cet appel est dans ce cadre-là. Oui. Commentaire, j'avais bien voulu faire un commentaire parce qu'en fait, moi, je suis toujours absolument stupéfait et un peu amusé, enfin pas que très amusé, parce que ça amuse pas beaucoup les Français. C'est en fait de voir que le nouveau monde fonctionne exactement comme l'ancien, avec des batailles politiques au Parlement, avec des groupes, avec des rencontres à la buvette où on s'allie, on se désallie, avec des mensonges formidables dans le souhait de vraiment soutenir ou pas soutenir l'État ou le gouvernement. Donc ça me rassure quand même sur la dimension humaine de la politique en règle générale et dans la planète entière. Ça me fait quand même beaucoup de peine que les Français se soient fait autant leurrer lorsqu'on leur avait promis le nouveau monde. Oui. Dominique, vous voulez aussi réagir sur cette liste? C'est vrai qu'on ne l'a pas commenté du tout. Bon, pardonnez-moi, mais c'est intéressant et pas capital, mais c'est des petits cailloux sur un chemin. On va voir ce que ça peut donner. J'aimerais, à partir de ce qui a été dit, ce qu'a évoqué Pierre Jacquemin, mais y compris ce qu'il a dit, mais au-delà, j'aimerais que ce soit l'occasion pour certains qui viennent de la gauche de nous dire ce qu'est la gauche demain et après-demain. C'est quand même un problème de fond, en dehors de la dimension un peu de neutraliser des concurrents ou de s'allier quelques personnes. C'est après tout la vie politique de toute éternité, et ça n'a rien d'indécent. Mais qu'est-ce que c'est qu'être de gauche aujourd'hui? On va pas le régler là. Non, on va pas le régler là. Vous n'allez pas pouvoir, pardon, moi je vais pas le régler, mais vous n'allez pas pouvoir le régler là. Mais c'est la vraie question, je suis d'accord avec vous. C'est là qu'on vous attend, parce que c'est bien de dire que les autres seraient à droite ou trop à droite ou trop à droite. Mais qu'est-ce que ça veut dire être de gauche aujourd'hui? Mais excuse-moi, le vrai débat, c'est ça. Pour moi, il n'y a jamais eu de nouveau monde ou d'ancien monde. C'est un petit peu, c'est comme ça a été vendu. Oui, c'est ça. Ça a été un petit peu vendu comme ça. Complètement d'accord. Non, mais c'est comme ça que ça a été vendu. Ça a été vendu par certains, peut-être, qui arrivaient en politique en nous expliquant que tout ce qui a été fait avant ne marchait pas. Il faut que la politique soit noble. Et c'est vrai que le vrai débat aujourd'hui, c'est savoir comment on peut faire pour réduire les fractures sociales et sociétales de nos sociétés. Après, je partage l'avis de Pierre Jacquemin. On ne va pas créer un agir de gauche pour déstabiliser les partis politiques. Je l'ai toujours dit. Moi, je rêve de partis politiques forts. C'est cela la démocratie. Qu'on soit d'accord ou pas, je trouve qu'aujourd'hui, de raser gratuit n'existe pas. Donc, il faut que les partis politiques existent. Effectivement, qu'est-ce que la gauche aujourd'hui et que peut-elle apporter au pays? Allez, on va effectivement pas régler ce problème ce matin. À votre coup de gueule, Franck Marguin. Écoutez, moi, le coup de gueule, c'est cette volonté permanente de faire de l'écologie avec de la taxe. Je suis absolument abasourdi parce que j'entendais encore, c'est un épiphénomène, c'était la taxe sur le sel. Ça rappelle d'ailleurs les grandes années du Moyen-Âge et des budgets en terrible déficit qu'il fallait combler sur le dos des paysans. Je trouve que nous n'avons aucune innovation sur l'écologie dans ce pays. On est sur l'écologie punitive. Et je voudrais vous citer quelques exemples quand même où on peut faire des choses. Regardez, à la région Île-de-France, nous avons quand même par exemple mis en place 15 000 vélos en location pour le dernier kilomètre. Une des grandes problématiques en fait de la circulation, c'est souvent le dernier kilomètre, et souvent dans les banlieues. Bon, voilà des choses. Pourquoi on n'a pas un gouvernement, on n'a pas une ministre, Madame Borne, en charge de l'écologie, qui crée de l'innovation, des pistes, des idées nouvelles pour que la fois on réduise un certain nombre de consommations, on en augmente une certaine manière de vie, et qu'on est systématiquement sur la taxe. Moi, j'en veux maintenant, et en particulier à ce gouvernement, qui n'ayant pas dégagé de marge budgétaire, en ne réduisant pas les dépenses publiques, en ne réduisant pas le train de vie de la fonction publique, nous n'avons pas... Et seules les mesures de taxes sont des mesures écologiques, et elles m'ennuient.
Pierre Jacquemin. Je partage la critique sur... oui, c'est bien. C'est du même temps, vous voyez, c'est du même temps. Je partage l'analyse. Mais sur l'écologie, voilà, ça vous rassemble. La critique sur la question écologique et sur la nécessité de ne pas avoir, en tout cas, une taxe qui serait une taxe punitive pour les Français. En revanche, créer des taxes qui sont des taxes qui impactent les entreprises ou qui impactent le monde de la finance, je pense que ça deviendrait nécessaire. Et c'est là où je peux pointer une contradiction, parce que je crois que la région Île-de-France est en soutien à un gros projet qui me paraît être un projet totalement anti-écologique, totalement pharaonique, dont on n'aurait pas besoin. D'ailleurs, la même question se pose sur la question des Jeux Olympiques, sur la manière dont on appréhende les Jeux Olympiques, mais le projet d'Europa City... là, ça vous a échappé, Charles. Alors peut-être ça m'a échappé, justement, vous allez pouvoir répondre. Mais justement, quand on voit que dans une même région, un projet comme celui-là peut aboutir et que ça me paraît être totalement incohérent, en tout cas avec des engagements écologiques. La région, c'est... vraiment opposé au premier projet Europa City avec les pistes de ski sous verre et cette énorme... Et la région, je vous rappelle, de toutes les communes. C'est-à-dire qu'il y a des communes qui sont très favorables. Donc nous, région, notre rôle, il est quand même d'apporter l'arbitrage et la bienveillance sur des projets structurants. Dans le projet du Triangle des Gonesse, on a besoin d'un projet structurant. Les populations nous le demandent. Les populations de Seine-Saint-Denis ne sont pas pour, et les populations du Val d'Oise le sont. Donc quand on dit des choses, mais je sais pas... Et sur la deuxième version d'Europa City, la présidente ne s'est pas prononcée parce que justement, on a encore de désaccords qui sont si forts qu'elle n'est pas aujourd'hui en mesure de se prononcer. Elle était favorable à un projet structurant, mais elle n'est pas favorable au projet qui avait été initié. Un petit mot, vous savez que je travaille sur les centres-villes et le redynamisation. J'étais à Aulnay-sous-Bois il y a une semaine et moi aussi je m'oppose à ce projet d'Europa City. 900 boutiques, des terres agricoles fertiles qui vont disparaître sous l'étalement urbain. Et effectivement, avec Jacques Mézard, on s'était déjà opposé et moi je rencontre le collectif régulièrement. Je pense que c'est une aberration écologique et économique. Mais j'entends quand même que la région n'est encore pas totalement opposée au projet. C'est-à-dire que la région veut un projet structurant. Elle veut un projet. Et moi, je suis d'accord. En l'état, encore une fois aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi la présidente de la région ne pourrait pas dire ce projet n'est pas viable, n'est pas écologique. Parce que d'abord, elle va le dire, vous allez voir. Parce que d'abord, elle n'a pas fini de consulter tous les maires, parce que je vous rappelle qu'ils ont lancé d'ailleurs un troisième projet. Et donc, il appartient aux maires qui, eux, sont... Enfin, nous, on fait de la politique, on demande aux gens leur avis, quoi. On n'est pas tout de suite Valérie Pécresse n'est pas Jupiter. Voilà, on n'est pas en haut d'une montagne en disant on veut pas. On écoute et on vous rendra, mais rassurez-vous. On va marquer une pause, mais juste avant, notre gagnant de notre grand jeu Bellambra, c'est Loïc. Bonjour Loïc. Bonjour Valérie. Bonjour. Vous êtes content ? Oh là là, je suis très très content. En plus, c'est la première fois que j'essaie de vous appeler. Eh ben, bravo. Vous gagnez un séjour donc d'une semaine en demi-pension dans un logement pour 4 personnes à choisir dans l'un des 50 clubs Bellambra, mer ou montagne. Vous allez choisir quoi, mer ou montagne ? Je vais voir quelles sont les périodes qui sont possibles, mais pourquoi pas la montagne ? Mais on arrive sur la saison d'hiver et j'aimerais bien y aller. Ouais. Vous avez des enfants ? Non, j'ai pas d'enfants, mais en tout cas, j'ai des neveux et ils sont très contents de nous accompagner. Oh bah oui, ou avec des copains. Enfin voilà, il y a plein d'animations, du sport, des activités pour tout le monde. Bellambra Club, créateur d'émotions. Voilà, écoutez, on vous souhaite de bonnes vacances dans l'un des 50 clubs Bellambra. On se retrouve, nous, dans quelques instants et on aura le coup de gueule de Pierre Jacquemin qui, je crois, va nous amener sur un autre débat, la radicalisation et sur plutôt les listes communautaires. On en a un petit peu parlé hier, mais on peut en redire quelques mots aujourd'hui. À tout de suite. Avec vous jusqu'à midi pour commenter l'actualité. Dans un instant, Pierre Jacquemin, votre coup de gueule. Moi, je voulais juste... avoir un coup de gueule également, mais c'est une pratique, c'est pas lié forcément au président Macron. Il est en visite en ce moment à Mayotte et j'entendais ce matin que les rues avaient été entièrement nettoyées. Quand on voit l'état dans lequel se trouve Mayotte, quand arrive le président, on nettoie, on fait propre et on fait croire que tout va bien. Je lisais aussi à l'instant qu'en arrivant, il a expliqué que la piste d'atterrissage, ça fait 20 ans qu'on dit que cette piste est trop courte et qu'on ne le fait pas. Et il dit alors qu'est-ce qu'on va faire ? D'abord, à court terme, on va obliger à plus de concurrence. On peut le faire vite. Et puis, deuxième chose, pour la piste, quand je suis arrivée à Mayotte, j'ai compris que c'était trop court. Oui, on va le faire. Donc, il faut que le président de la République se déplace pour qu'on nettoie, pour qu'on comprenne. C'est une monarchie élective, notre pays. Hein. Le roi arrive et on nettoie les rues. Mais ça se fait régulièrement, ce que vous disiez. Il faut être très honnête. Dès qu'un maire se déplace dans un quartier, dans une ville, la veille, on repeint, on nettoie. Je trouve que c'est dramatique pour les habitants qui sont souvent délaissés. Et parce que le maire, l'élu passe ou le parlementaire, on nettoie. Alors,
peut-être des fois on dit que c'est pour des images, mais justement les vraies images, c'est la vraie vie. Et donc je trouve que c'est une erreur à tous les étages. Ils n'ont pas pu rallonger la piste le temps qu'il arrive, donc il a constaté qu'il y avait un problème. C'est d'abord extrêmement démagogique, mais surtout ça accentue, ça accroît justement le décalage et l'absence de connaissance de ce qui se passe sur le terrain. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai travaillé aussi dans des collectivités où évidemment, avant des inaugurations, avant des événements, des déplacements d'élus sur le terrain, sur un gymnase qui vient d'être créé ou j'en sais rien, effectivement, d'un coup, il y a de l'argent magique. D'un coup, il y a de l'argent magique pour rénover, pour transformer, pour embellir. Et effectivement, j'entendais des habitants qui disaient, mais on n'avait jamais vu cet engin qui vient nettoyer les rues. C'est quoi cet engin ? On avait peur, on ne savait pas ce que c'était. Donc tout ça est assez démagogique. Et en plus de ça, encore une fois, ça accentue le décalage de la connaissance des élus sur ce qui se passe sur le terrain. Quelle image va avoir le président de la République d'une ville, des rues dans lesquelles il va passer, qui ont été nettoyées Sauf à Lecroix, le roi des naïfs, je pense qu'il ne se fait pas d'illusions sur la réalité de la situation à Mayotte. Attendons quand même, en dehors de ce qui a été dit, qui devait être dit, attendons peut-être de voir ce qui sera dit et fait lorsqu'il partira. Mais vous savez, à la décharge d'Emmanuel Macron, c'est bien. Ça m'arrive rarement, mais à sa décharge, je ne crois pas qu'Emmanuel Macron ait demandé qu'il... Non, bien sûr que non. Ce que je veux dire, c'est que ce sont des intermédiaires, souvent des énarques, des gens qui se dirigent des services, qui disent que là, il y a le président de la République qui arrive, il faut déployer le tapis rouge, etc. Donc c'est ça qu'il faut changer. Mais c'est ce que j'ai dit en préambule. C'est la monarchie élective. Bien sûr. Et Mireille nous dit, on peint dans un commissariat quand un ministre passe. Oui, et la même chose dans les hôpitaux. Des amis médecins, infirmières m'ont raconté quand un ministre vient à l'hôpital, alors que ça fait des années qu'on réclame que les murs soient repeints, on peint quand le ministre vient. Donc voilà, c'était mon coup de gueule. Pierre, votre coup de gueule qui va évidemment susciter certainement le débat. Oui, j'avais un coup de gueule à lancer sur... Allez, j'ose le terme, la radicalité, ou en tout cas la radicalisation d'une partie de la droite. Cette droite qui court après l'extrême droite. Il n'y a pas que la droite, Emmanuel Macron aussi court après l'extrême droite. On voit on voit que face... Ça y est, tout le raisonnement est déjà faussé d'emblée. Même constat, même réponse, c'est bien le problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous explique qu'il y aurait une islamisation de la France, on nous explique qu'il y aurait un danger imminent à travers le port du foulard dans les quartiers ou ailleurs, d'ailleurs dans l'espace public, puisque maintenant certains mêmes élus demandent à ce qu'il y ait une interdiction totale du foulard dans l'espace public. Et c'est cette course folle au débat, ou en tout cas à l'extrême droite, qui moi me préoccupe. Et j'ai entendu les propositions de loi qui ont été votées par ailleurs, de l'interdiction du voile pour les accompagnatrices scolaires, par exemple, ce qui est une aberration totale quand on connaît la situation. Les projets de 7 ans, ça n'a pas été voté. Non, mais au Sénat, je parle du débat au Sénat. C'était la proposition de loi qui a été débattue au Sénat. Et pour moi, avoir une méconnaissance totale de ce qui se passe dans les quartiers. Il y a certains quartiers où il n'y aurait pas de sortie scolaire si des femmes qui n'avaient pas le foulard n'accompagnaient pas ces enfants. Donc cessons d'avoir un regard dogmatique. Et puis il y a aussi ce débat qui s'ouvre là sur... Vous voulez dire qu'il n'y a plus que des mamans voilées aujourd'hui qui restent à la maison ? Non, mais on ne va pas refaire le débat. Je ne dis pas que c'est ça, mais il y a une réalité qui fait que dans certains quartiers de France, s'il n'y avait pas les mamans qui portent un foulard, qui sont de confession musulmane, mais ça c'est anecdotique, il n'y aurait plus de sortie scolaire. Et je finis là-dessus parce que c'est ça veut dire qu'il n'y a plus que des mamans voilées aujourd'hui qui sont capables de faire des sorties scolaires dans certains quartiers. C'est vrai, c'est une réalité, il faut l'admettre. Et donc cette mesure est absolument débile. Et l'autre point, c'est cette volonté de vouloir interdire les listes communautaires aux municipales. Oui. Je ne sais pas ce que c'est qu'une liste communautaire. Quand Emmanuel Macron propose d'envoyer des parlementaires qui sont aujourd'hui, d'ailleurs, à l'Assemblée nationale, qui sont souvent des blancs issus des CSP+, est-ce que c'est communautaire ? C'est ça qui est problématique dans ce débat. Communautaire, c'est religieux, c'est la religion dont on parle, c'est la religion communautaire. Et dans ce cas, interdisons la CFTC d'exister, interdisons le Parti démocrate chrétien d'exister. Vous posez... Mais mon cher Dominique, pourquoi Pierre, ce débat-là, de très bonnes questions, mais vous êtes emporté par la passion. Pourquoi ce débat-là, toute une série, de mon point de vue, d'outrances dans votre... Vous allez répondre que la liste, pourquoi vous allez répondre que le problème des listes communautaires, ça viendrait de listes qui sont des listes de démocrates musulmans. Je vous ai pas répondu sur ce sujet. Vous allez m'expliquer. Oui. Est-ce que c'était on l'a un petit peu évoqué hier, mais est-ce qu'effectivement dire d'interdire ces listes communautaires va régler le problème ou est une bonne solution ? Alors moi je vous dis deux choses. C'est quoi une liste communautaire ? Premièrement, je ne sais. Voilà. J'aimerais bien savoir. Je ne sais pas ce que c'est qu'une liste communautaire.
je vois bien qu'il y a des tentations marginales. Dont les candidats répondent à un certain nombre de critères religieux. Alors, je vais vous dire, je ne sais pas ce que c'est que des listes communautaires. Je ne suis pas sûr que, en l'état de la situation dans le pays, ça relève d'une loi. Et je crains, si jamais ça devait néanmoins être... je ne pense pas que ce sera le cas, mais enfin, si ça devait être voté, que l'application de la loi pose des problèmes considérables, sans compter les recours en justice qui, en quelque sorte, affadiraient l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi ? C'est la défense de la République et de la laïcité. Et ce que je voudrais ajouter juste un deuxième point, ce que j'espère au-delà de ces propositions, bon, qui sont ce qu'elles sont, je ne partage pas tout à fait ni leur inspiration, ni leur concrétisation, ce que j'aimerais, c'est que... il y a une clarification de l'ensemble de la société française sur le problème du communautarisme. Parce que la vérité, c'est qu'il y a, de façon masquée, et je ne parle pas des musulmans, dans le cas précis, pour être très clair, il y a beaucoup de forces politiques à l'extrême gauche, dans une bonne partie de la gauche, dans le monde associatif, dans une petite fraction de la droite, qui en réalité n'ose pas dire ce qu'elle pense, et pourquoi pas demain, à la place de la laïcité, le communautarisme. Autrement dit, le débat qui doit avoir lieu, c'est un débat de fond, un débat idéologique, mais un débat politique, si on dit les choses plus simplement, mais qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce que tout le monde est au clair là-dedans ? Moi, je pense que tout le monde n'est pas au clair. On va en débattre, on va continuer. 0826 300 300, à tout de suite sur Sud Radio. Débat. Avec vous sur Sud Radio, avec Dominique de Montvalon, journaliste, éditorialiste politique. Évidemment, le débat est chaud et compliqué. Patrick Vignal, député La République En Marche de l'Hérault, candidat au municipal à Montpellier. Pierre Jacquemin, rédacteur en chef de la revue Regard. Et Franck Marguin, conseiller régional LR Île-de-France. Donc, encore quelques mots. Vous n'avez pas eu la parole, Patrick Vignal, sur ce qu'évoquait Pierre Jacquemin, à savoir que c'est un non-débat d'interdire ces listes communautaires. Écoutez, il ne faut pas tout confondre. Là, on est en train de tout confondre. Laïcité, communautarisme, la foi, la religion, l'islam. On doit avoir un débat apaisé sur ça. Je voudrais répondre sur une question. Je vais vous dire très franchement, il y a des quartiers dans Montpellier où pas les mamans, les femmes qui accompagnent les enfants sont voilées. Ça veut dire que moi j'ai fait des tas d'expériences où je voulais pas à des moments que les gamins soient accompagnés parce que j'avais un bus, ils allaient à la piscine et que le conducteur du bus, il devait être quelqu'un de la communauté gitane. Pendant un an, j'ai interdit les sorties piscine. Et puis un jour, j'ai mixé à la fois un conducteur de la communauté et un accompagnant. Et quelques mois après, ça s'est bien traduit. Le résultat, c'est de la pédagogie. Si vous voulez faire enlever les voiles à celles qui sont obligées de les porter, c'est de l'éducation et de la culture. Après, je ne nie pas que dans certains quartiers, les femmes n'ont pas leur place. Je ne nie pas que dans certains quartiers en France, on ne peut pas faire du foot en short. Je suis d'accord avec vous. On gagnera avec de l'éducation, certainement pas en opposant les communautés. Et moi, je pense qu'on ne gagnera pas, contrairement à ce que dit mon collègue de Regard à côté de M. Jacquemin, c'est quand même, on ne peut pas interdire le débat. Il faut un débat, et que ce débat est salutaire. Mais quel débat, cher monsieur ? Le débat sur la laïcité, sur le voile, sur la radicalisation, sur le fait que de nombreux partis politiques sont contents du communautarisme. Et moi, je pense que oui, vous avez raison, il faut inviter des femmes voilées dans les débats, mais de vraies femmes voilées. Pas ceux qu'on va envoyer pour être représentants d'un certain, comment dirais-je, porte-étendard politique. Moi, je ne sais pas non plus. Mais si vous voulez, je dis ici à cette radio que nous devons être tous politiques, du moins hommes politiques que nous sommes, responsables. C'est-à-dire que le débat doit avoir lieu et à mon sens, il devrait avoir encore plus lieu. Mais moi, ce qui me pose quand même problème, et pardon Dominique, parce que je voulais parler, mais je veux juste rajouter une chose, c'est qu'on focalise le problème aujourd'hui de l'islamisme, voire de la confusion qu'il pourrait y avoir entre voile, islamisme et terrorisme. Et on focalise sur ces femmes d'abord. C'est encore une fois les femmes qui deviennent aujourd'hui les responsables de mots qui ne sont pas. Dont elles ne sont pas responsables. Vous êtes un responsable politique de droite. Il y a beaucoup de femmes dans ce pays qui sont un peu choquées de voir. Mais je connais plein de femmes qui portent le foulard, qui sont des féministes et qui sont parfois même plus féministes que certaines autres qui revendiquent un féminisme de petits bourgeois. Attendez, parce que quand même, aujourd'hui, focaliser le problème de l'islamisme sur la question du voile, c'est quand même prendre le petit bout par la lorgnette. Vous êtes un responsable politique, mais offusquez-vous du fait qu'aujourd'hui la France vend des armes en Arabie Saoudite. Vous focalisez le débat. Dites-le qu'aujourd'hui. Attendez, je finis juste mon argument quand même. Dites-le qu'aujourd'hui le problème, il vient pas des femmes qui portent un foulard, il vient du problème du fait que la France commerce avec des pays islamistes. Il vient comme des journalistes comme vous qui chaque fois qu'on pose le débat, c'est pas un
gens qui nous interpellent, de dire vous êtes des affreux, comment dirais-je, ringards ou des affreux fascistes parce qu'on ose dire qu'il y a des Français qui s'étonnent d'avoir de plus en plus de femmes voilées dans leur quartier et qui s'en émeuvent et qui s'en étonnent. Et nous, politiques, on doit répondre. Je voudrais juste une réponse à ma question. Je voudrais arrêter de déconsidérer les Français. À ma question, est-ce qu'il est plus dangereux aujourd'hui de porter un voile ou est-ce qu'il est plus dangereux aujourd'hui que dans un pays comme la France de commercer avec des pays islamistes? Monsieur, moi je dis qu'il est important de répondre aux peurs de nos populations. De vendre des armes à des pays islamistes. C'est par l'éducation et l'instruction qu'on le fera. Et c'est pas seulement comme faire arrêter les débats. Je vous mets d'accord tous les deux. Les quartiers populaires s'en sortiront grâce aux femmes. Parce qu'en 2005, je vous rappelle qu'il y avait des émeutes à Montpellier. Ce sont les femmes des quartiers qui sont venues m'aider pour calmer les jeunes. Et moi, je crois à la place de la femme. Et si vous voulez nous aider, c'est remettre la femme au sein du dispositif. Parce qu'elles sont plus courageuses que les hommes. C'est la place des mères, évidemment. Mais ça n'a rien à voir avec le voile, ça. Mais ça n'a rien avec le voile, ça. Un article paru dans Le Soir de Belgique d'une sociologue, anthropologue, avec une jeune femme d'origine musulmane qui sont allées à Marseille et qui se rendent compte qu'aujourd'hui l'islamisme arrive par les femmes. C'est-à-dire qu'il y a un retour. Lisez cette enquête. C'est par les femmes. C'est par les femmes qu'on va dans les mosquées les retourner et leur demander de porter le voile. C'est une enquête. Les femmes kurdes qui sont de confession musulmane principalement, c'est quand même grâce à elles c'est elles qui ont combattu contre Daesh. Le rôle des femmes kurdes dans le combat contre Daesh. Je vous parle de la France. D'accord Valérie, mais juste certes vous trouverez toujours des cas particuliers ou des cas de femmes d'aller un petit peu dans les quartiers où il y a beaucoup d'islamistes qui montent et où les gens puis peut-être vous reviendrez un tout petit peu plus modéré. Allez, je voudrais qu'on change de sujet. C'est qu'au-delà du voile, qui peut être une question ou éventuellement un problème, moi je trouve très bien qu'il y ait un débat contradictoire forcément qui s'ouvre en France sur ces sujets-là. Il y a un problème de l'islamisme radical et il y a un problème du devenir de notre société. Absolument. Allez, et Chris a raison, il dit alors je pense qu'il faut parler de ces sujets-là, mais il dit n'oubliez pas que les Français n'ont pas de travail, que le pouvoir d'achat baisse, que les retraités n'ont pas assez pour manger, se loger, les écoles, les hôpitaux, la SNCF, les pompiers, tout se dégrade et les agriculteurs. Deuxième manifestation en moins d'un mois, les agriculteurs donc qui se donnent rendez-vous à l'appel de la FNSEA et des jeunes agriculteurs aujourd'hui devant les préfectures pour interpeller le président de la République. C'est vrai qu'ils sont pointés du doigt avec les pesticides, avec les antispécistes, avec tout un tas d'images chocs sur les élevages. Ce qu'ils veulent, c'est obtenir une prise de position forte contre la déconsidération dont ils s'estiment victimes. C'est l'image aujourd'hui. Alors, il y a effectivement aussi le pouvoir d'achat pour les agriculteurs, mais c'est leur image aujourd'hui qui est en jeu. Moi, je suis frappé de cette demande-là, et je la crois à la fois originale et capitale. Il y a bien entendu des problèmes économiques, il y a une nouvelle mutation de faux de l'agriculture française dans le cadre européen et même mondial, qui pose des problèmes aux agriculteurs, et ils doivent sur ce terrain-là être écoutés d'abord, être soutenus ensuite. Ouais. Mais il y a un paradoxe quand même. Les Français aiment leurs agriculteurs, mais ils se méfient de l'agriculture. Voilà, moi je dirais qu'ils aiment l'agriculture et ils commencent depuis quelque temps à se méfier des agriculteurs. C'est complètement injuste et ça pose de gros problèmes. Ils font partie de notre ADN national. Alors, Patrick il y a vraiment un agri-bashing. Oui. Pas plus tard que hier soir, je suis monté spécialement pour soutenir les chambres d'agriculture. Le gouvernement avait envie effectivement de faire les poches des chambres à hauteur de 45 millions d'euros, et la représentation parlementaire, de toute obédience confondue, a décidé de faire reculer Didier Guillaume, le ministre, qui nous l'a validé. Vous savez, moi je suis dans une terre d'agriculteurs. Le nombre d'agriculteurs qui se suicident, c'est impensable. Les aléas climatiques, la difficulté du métier, enfin je veux dire, aujourd'hui ils sont bafoués sur la vindicte populaire. Alors il y a un vrai débat qu'on devra avoir de manière posément sur la partie des pesticides. Ça va se régler. Mais cette transformation ne peut pas se faire comme ça, un coup de baguette magique. Donc le vrai débat aujourd'hui, c'est de retrouver notre agriculture et de faire en sorte qu'ils nourrissent la France. Et je mets à l'écart... Oui, mais une fois qu'on a dit ça, on fait quoi ? Valérie, on est en train de le faire. Il faut les aider, les soutenir. On fera comment ? On ira exporter dans les pays extérieurs, et donc avec une empreinte carbone supérieure. Et puis le dernier point, je vais vous dire, moi, je veux soutenir mon agriculteur de mon territoire, pas forcément les industries
industriel. Et là, je peux reconnaître dans L224, quand vous avez des grosses industries, que ce soit des cochons ou des poulets, cela oui. Mais l'agriculteur, c'est celui qui nous nourrit. Donc il faut qu'on l'aide à faire cette transition écologique. C'est l'association L214. Moi, je pense qu'il y a 3 grandes difficultés au niveau de l'agriculture. Tout d'abord, ils ont comme l'ensemble de la population française et des populations occidentales été soumis pendant 30 ou 40 ans au très grand lobby des très grandes multinationales pour produire plus et produire mal. Aujourd'hui, nous avons que les conséquences. Et d'ailleurs, l'encyclique du pape Laudato Si s'est bien comporté sur ce sujet-là. Il a bien expliqué que c'était par des modifications personnelles de consommation personnelle qu'on arriverait à transformer la partie écologique de la consommation. Il faut que ce soit chaque individu qui veut arrêter de consommer des choses pas chères et de mauvaise qualité. Et donc, c'est un arrêt ou un contrôle ou des règles ou d'une nomenclature des produits qui sont aujourd'hui vendus. Première chose. Deuxième chose, c'est le surendettement des agriculteurs. Et le surendettement vient exactement de cette conséquence qu'il a fallu produire beaucoup et de mauvaise qualité. Et la troisième chose, c'est l'éducation au goût. Parce que si vous voulez, quand on voit comment dans mon village les cochons étaient nourris ou les fromages étaient faits il y a 50 ans quand j'étais môme, et qu'aujourd'hui vous avez des chèvres qui sont dans une étable avec 500 chèvres, où on tue les cabris à la naissance, on coupe la lumière pendant 6 heures la journée pour les désosaniser et avoir du lait toute l'année et avoir des fromages qui puent l'acide. Et là, vous n'avez aucun contrôle sanitaire, vous n'avez aucun... Donc si vous voulez, on ment au gouvernement. Et là-dessus, on invite Greta Thunberg au Parlement, et alors que l'après-midi même, on signe le traité CETA. Donc si vous voulez, l'incohérence tellement grande, le mépris tellement grand, si vous voulez, auprès d'une population agricole qui a toujours été quand même ici sur la terre, et on sait ce que c'est sur la terre pour faire de vraies choses, elle est aujourd'hui ce qui nous revient en boomerang. Et il faut arrêter de les faire produire beaucoup pour de la mauvaise qualité. Il faut faire en sorte que l'on renorme les choses. Regardez le lobby, mais bien sûr, regardez le lobby des grandes surfaces sur l'interdit d'étiquetage, sur trop de sucre, trop de sel. Pourquoi on a interdit ? Parce que vous avez les lobbies alimentaires qui empêchent les Français d'avoir une capacité de réagir et donc d'aider une vraie agriculture. Il faut être un peu fort. Il n'y a pas eu une loi qui devait aider à rémunérer. Je connais que la loi Egalim, effectivement, a servi plus la grande distribution que les agriculteurs. Évidemment. Et le ministre s'est engagé à le rectifier et on va y prendre notre part. Pierre Jacquemin. Dans la demande des agriculteurs qui se sentent déconsidérés par l'ensemble de la société et notamment de la classe politique, ça a à voir avec l'ensemble des mobilisations. On le sent dans les corps de métier, tout le monde est en quête de sens à ce que l'on fait au quotidien. Je pense aux enseignants qui cherchent aussi une revalorisation de leur métier, une reconsidération, les médecins, la police. Voilà, tout le monde reparle de ces termes de déconsidération. Et c'est vrai que les agriculteurs aujourd'hui vivent sans doute un traumatisme grave, parce qu'on même des organisations qui nous expliquent qu'il y a quasiment un agriculteur aujourd'hui qui se suicide par jour. Donc c'est quand même quelque chose de catastrophique. Mais c'est vrai aussi que à la fois il y a les discours politiques qu'on entend sur il faut aider davantage les agriculteurs, j'entends le gouvernement le dire, mais concrètement sur le terrain, c'est vrai qu'ils se sentent totalement, non seulement abandonnés, mais en plus en contradiction avec les politiques qui sont prises. C'est vrai que vous avez parlé du CETA. Aujourd'hui, quand on fait des accords de libre-échange, qu'est-ce qu'on fait si ce n'est de mettre en concurrence nos producteurs locaux avec les producteurs d'autres pays du monde ? Quel intérêt on aurait aujourd'hui dans un monde où on doit repenser la question de la consommation, la question du commerce de manière générale ? Quel intérêt on a à mettre un vigneron de la région bordelaise avec un vigneron de la région je sais pas, d'Argentine. Aucun intérêt. Il peut y avoir du commerce évidemment. Idem sur le bovin. On a quand même un élevage bovin important. Si tous réduisez votre image, vous auriez raison. On a quand même un élevage bovin. On a quand même un élevage bovin. On a les meilleures limousines du monde en France, du monde de la France. En tout cas, on a quand même de quoi valoriser nos producteurs locaux. Pourquoi on va aller commercer avec des bovins du Canada ? Donc ça, c'est quand même la première des choses. Et sur la revalorisation, il faut quand même avoir en tête qu'aujourd'hui, les agriculteurs, dans leur grande majorité, ne se rémunèrent pas. Non. Ça veut dire que quand je parlais de la question du sens, c'est aussi quand on a un travail, il y a un salaire au bout. Quand on n'a pas de salaire, on se pose clairement la question du sens qu'on a dans la société. Donc c'est ça qu'il faut qu'on interroge. Et dernière chose, c'est le projet. Je ne sais pas si c'est un projet avorté, parce que je sais qu'il a encore lieu, mais quand même le débat, ou en tout cas les états généraux de l'alimentation qui ont été lancés par ce gouvernement,
où en sommes-nous? Parce que c'est ça aussi, le fond. Les agriculteurs sont demandeurs de débats aussi sur comment on alimente, quelle production, comment on fait en sorte que justement on répond aux exigences qui sont les exigences que les Français demandent, que le monde demande sur la question de la durabilité de notre système de consommation. Et c'est ça qu'il faut remettre en cause. Et il y a un acteur majeur qui est l'Union européenne, qui à travers la réforme de la PAC devrait justement engager ces négociations-là pour relocaliser, pour recentrer justement les aides de l'Union européenne vers les petits producteurs. Les petits producteurs sont demandeurs de ne pas avoir une agriculture comme j'ai intensive. Attendez, tel que la FNSEA est en train de le valoriser en permanence. Cela ne donne pas une paix à la fin du mois, PAIE, mais les agriculteurs doivent savoir que les Français les aiment. Bien sûr. Oui, non, mais c'est fondamental. C'est fondamental. Sauf qu'il n'y a que des preuves d'amour. Oui, non, mais d'accord. C'est bien. Je fais une intervention de 10 secondes. On a Paul en ligne avec nous. Paul, bonjour. Et le gouvernement actuel. Oui, bien entendu. Vous êtes agriculteur ? Moi, je suis agriculteur à Lot-et-Garonne. Alors bon, entendre les propos du député Larraine, c'est une honte absolue. Parce qu'aujourd'hui, ce gouvernement, il ne fait que détruire l'agriculture française. Il nous a enlevé les exonérations sur les contrats saisonniers que nous avions, qui nous permettaient de produire des légumes et d'être concurrentiels par rapport à l'Espagne, au Maroc et autres. Il nous les enlève. Aujourd'hui, la loi Egalim, c'est quoi? C'est une loi qui a augmenté les prix pour les consommateurs, qui a donc augmenté les recettes fiscales pour l'État, qui a augmenté la marge pour les distributeurs et qui a abaissé le prix pour les agriculteurs. On ne peut plus faire de mise en avant de nos produits, c'est-à-dire que quand vous avez un pic de production, on l'a vu en fraise cette année, on ne peut plus mettre en avant nos produits dans les rayons parce que la grande distribution se réserve des périodes de promotion. Donc aujourd'hui, il faut savoir une chose, l'État ne tient pas ses promesses, ne tient pas ses paroles. Aujourd'hui, les agriculteurs sont en colère contre les députés Larraine. Et ce qui va se passer aujourd'hui, ça va être une jacquerie. On arrive à un point de rupture. Et il y aura un point de non-retour qui va être franchi très rapidement s'ils n'en prennent pas conscience. Les accords de libre-échange, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder un vase qui était déjà très plein. Aujourd'hui, on a des normes et on autorise l'importation de produits qui ne répondent pas aux mêmes normes qu'on nous impose. C'est ce qu'on dit, Qui peut accepter ça? Les TODE, monsieur Vignal, je ne sais pas si vous êtes... Je vous écoute. Mais est-ce que vous êtes pour ou contre? Vous vous rendez compte? Moi, je fais du poivron, par exemple, je fais des fraises. On avait ces exonérations de cotisation sur les saisonniers. Donc aujourd'hui, il vaut mieux qu'on arrête de produire. Voilà où on en est en France. Et on nous rabat tous les jours. Incroyable. Vous êtes très pollueurs, vous êtes civils. C'est pas vrai. L'État ne prend pas en compte ce qu'on leur demande. On est des gens de bon sens. Vous êtes en train de dire qu'aujourd'hui, des agriculteurs comme vous ont intérêt à ne plus produire plutôt que de produire. C'est ça, c'est que vous arrêtez faire de l'herbe plutôt que des légumes. Moi, aujourd'hui, j'ai encore 4 salariés qui travaillent. Des gens locaux qui habitent à 8 km de l'exploitation. Ces gens-là, ils vont encore subir la hausse de l'électricité, la hausse du carburant, machin. C'est plus possible. Aujourd'hui, les gens ils vont gagner plus d'argent à rester chez eux qu'à venir travailler. Et on est en train de tout tuer. Aujourd'hui, il faut qu'ils arrêtent. La politique, c'est pas les mensonges en permanence. Et quand vous dites jacquerie, ça veut dire quoi aujourd'hui? C'est-à-dire que vous... Aujourd'hui, je vous dis, il y a la FNSEA qui a appelé à manifester. Donc les autres syndicats n'y vont pas. Un jour ou l'autre, il y aura une convergence de tous les syndicats. Et il y aura les transporteurs derrière, parce que les transporteurs sont aussi impactés. Il y a aussi les entreprises de travaux publics. Faut voir, ils détruisent tout. Ils sont en train de tout casser. Les laboratoires pharmaceutiques et tout, ils sont en train de tout casser. À un moment donné, on ne sait plus ce qu'ils cherchent. Mais par contre, ils taxent partout. Ça c'est le curseur qu'ils ont, c'est la taxe. Alors, Patrick Vignal va vous répondre dans un instant, parce qu'on doit marquer une petite pause, mais on continue ce débat. 0826 300 300, à tout de suite. La suite du débat de 11h midi avec Dominique de Montvalon, Patrick Vignal, Pierre Jacquemin et Franck Marguin. On a eu Paul, cet agriculteur qui nous a appelé, qui vous a interpellé, Patrick Vignal, justement sur le fait que aujourd'hui, ces agriculteurs disent on n'a plus les moyens de travailler. Alors moi, je partage une partie de la colère de Paul. Je voudrais lui dire, d'abord, il est dans ma région et c'est avec plaisir que je veux bien le rencontrer hors antenne. Il aura mon téléphone si ça l'intéresse. Effectivement, ça fait longtemps qu'on a méprisé les agriculteurs. Moi, je me bats depuis des années sur ma circonscription sur le logement saisonnier. Les agriculteurs qui ont besoin de ramasser les pommes, tomates et les fraises et les melons, aujourd'hui, ne trouvent pas de personnel. Je me bats avec eux pour qu'ils puissent construire des logements saisonniers. On s'est battu hier pour que le gouvernement recule. Paul est partie de la réponse, effectivement. Arrêtons de dire qu'on les aime, il faut des preuves d'amour. Donc, je pense que le vrai débat, c'est de relancer l'agriculture et de taper fort sur la grande distribution. Je voudrais rappeler à Paul que je suis un des premiers
parlementaire qui explique qu'il faut qu'on arrête l'extension des centres commerciaux, qu'on remette dans les centres-villes des circuits courts des commerces et des vraies pommes fraises ou des pommes cerises de nos territoires. Donc j'espère que Paul prendra mon numéro de téléphone hors antenne, parce que de la jacquerie et casser les choses, ça ne servira pas à avancer les choses. Oui, Alessandro nous dit cette Europe a même donné des primes pour l'arrachage des vignobles. Les agriculteurs gagnaient plus à arracher des cèpes de vigne plutôt qu'à les cultiver. Excusez-moi Valérie de vous le dire, effectivement, moi je connais des agriculteurs qui viennent nous voir en me disant passez mon terrain constructible parce qu'ils sont en bout de rouleau, parce qu'ils n'auront même pas 900 € de retraite et qu'ils transforment leur vigne en terrain à bâtir. Mais est-ce qu'on peut leur jeter la pierre? Un dernier point à Paul, le minimum de retraite, y compris pour les professions libérales agriculteurs, sera de 1 000 € par mois. Ça, c'est quand même à l'avancée d'Emmanuel Macron, parce que je veux bien pas jeter l'eau et le bébé avec. Oui, mais c'est vrai que c'est quand même aujourd'hui. T'es d'accord? Elle n'est pas faite encore la réforme, mais Pierre Jacquemin. T'es d'accord sur ça? Je prends souvent plaisir à écouter Patrick Vignal, mais je me pose toujours la question de savoir pourquoi il appartient à cette majorité. C'est-à-dire que vous allez lutter pendant. Vous allez lutter. Vous allez lutter jusqu'à la fin du quinquennat pour essayer d'infléchir la ligne politique d'Emmanuel Macron. Mais jusqu'au bout, vous allez faire la démonstration que possiblement il peut y avoir une politique de gauche. Vous y croyez vraiment encore? Je vais vous répondre. Vous voyez les agriculteurs, demain ils seront encore peut-être mobilisés, ils le seront sans doute encore plus tard et avec d'autres, parce que beaucoup de monde commence à dire que l'exaspération elle arrive là maintenant, mais ça va finir par exploser. Mais c'est-à-dire qu'on entend peut-être qu'il y a des gens qui disent, et avec beaucoup de sincérité dans votre majorité, qui disent oui, on veut constituer un pôle pour rééquilibrer les mesures qui ont été des mesures très agressives, très libérales qui s'imposent aux Français. Mais à un moment donné, il faut être lucide. Non, Emmanuel Macron ne mènera jamais des politiques de gauche. Non, Emmanuel Macron ne mènera jamais de revalorisation des salaires pour les agriculteurs, de revalorisation des conditions de travail pour les agriculteurs ou de revalorisation des conditions de travail pour les enseignants. La police, je ne globalise pas, c'est l'exaspération générale quand on parlait du sens des métiers. Quand les gens demandent une revalorisation ou une reconsidération de leur métier. C'est cette exaspération-là, et vous le disiez tout à l'heure, vous avez raison, c'est pas de Emmanuel Macron, mais que ce soit Sarkozy, Hollande ou Macron, les politiques sont les mêmes. C'est-à-dire qu'on ne fait jamais confiance aux principaux concernés. Ils sont jamais mis autour de la table. De droite, c'est d'écouter les Français. C'est d'écouter les Français. Mais là, je vois, il y a une auditrice qui nous dit, vous n'avez pas parlé effectivement des labos d'analyse médicale qui sont en grève aujourd'hui partout en France. Non, mais tout le monde est en... Donnez 3 heures pour votre émission si on prend tous les conflits à travers la France. Mais globalement, il y a quand même un gros problème, puisque personne n'est content. Alors vous allez me dire, ça date pas de Macron, mais les pompiers, les policiers, les enseignants, les infirmières, les labos d'analyse... Ça fait 40 ans qu'il y a de la lâcheté politique, et je pèse mes mots. Ce monde va mal, les services publics vont mal, la justice, les magistrats, les policiers, les infirmiers, les sages-femmes, le SAMU, on pourrait tout mettre dans la corbeille. Comment on fait pour transformer ce monde avec une baguette magique? On ne l'a pas. Aujourd'hui, le vrai débat, c'est comment on va revaloriser les gens de leur métier. Et pour répondre à Pierre Jacquemin, je suis là pas par hasard, moi. J'ai une entreprise sportive, j'étais enseignant à la fac des sports de Montpellier, et j'y crois dans ce que je fais. Oui, vous avez raison, il faut qu'on mue cette jambe gauche, et on va la faire. Vous savez pourquoi on la fera? Parce que moi, j'ai plus envie de faire ce que j'ai connu. C'est-à-dire, sous le quinquennat d'Hollande, on défiscalisait les heures supplémentaires, après on les enlevait. Ça suffit que chaque fois, une majorité détricote ce qu'a fait l'autre. Ça suffit, les Français, ils ne veulent plus ça. Ils veulent de la cohérence. Ils veulent du sens. Vous avez l'impression qu'en précarisant le travail, en faisant une loi réforme de travail, en précarisant les gens, en supprimant une partie des aides pour le droit au chômage, parce que c'est ça qui va se passer à partir du 1er novembre, une grande partie des Français vont se retrouver dans le vide, sans protection, sans filet de sécurité. Vous pensez vraiment qu'enlever ces sécurités professionnelles aux gens, c'est mener une politique de gauche? C'est ça le principal problème aujourd'hui, parce qu'on en parlait d'ailleurs dans une précédente émission ici, c'est la manière dont les gens sont, le déclassement des gens. C'est cette déstabilisation des stables qui est problématique aujourd'hui. Et quand mon électricien, entreprise d'électricité de 100 personnes me dit je ne trouve pas de personnel, comment je fais? Quand mon agriculteur ou viticulteur me dit je n'ai pas de personnel, c'est la formation. J'ai entendu la ministre du Travail nous expliquer à 700. Il y aurait plus d'un million d'emplois aujourd'hui qui sont non pourvus, mais le problème. Franchement, oui, il y en a beaucoup. Et donc le problème, c'est le chômage. Le problème, c'est de sortir les gens du chômage. Voilà, c'est la formation. Vous êtes d'accord ou pas? C'est pas la priorité qui est mise aujourd'hui par le gouvernement. Soyons conscients. Le chômage a baissé. Est-ce que c'est Emmanuel Macron? Moi, je pense que ça part déjà depuis François Hollande avec une baisse des charges. Je pense qu'il faut équilibrer, il faut baisser les charges, il faut augmenter le SMIC, parce que c'est vrai qu'avec 1100 €, une femme seule et deux gamins ne vit pas, le survit. Je suis d'accord avec vous. Mais oui, on le fera. On va relancer l'économie. Et pourquoi pas? Pourquoi vous êtes pessimiste? Pourquoi on se renvoie toujours les choses? Macron, je sais très bien que le SMIC n'augmentera jamais. Ni les salaires. Dominique de Montvalon. Peut-être, dans une certaine hypothèse que
beaucoup jugeront hard. Peut-être sommes-nous en 1788, peut-être ou peut-être pas. Mais je voudrais vous dire une chose. Ce qui manque, parmi d'autres choses, de mon point de vue, à l'analyse passionnée, éloquente de Pierre Jacquemin, c'est que ça se situe uniquement en France. Il vous a pas échappé, Pierre, qu'actuellement il y a une mutation mondiale chaotique qui peut nous amener à une désintégration de l'Europe sur laquelle nous étions adossés à cette Europe depuis 60-70 ans, et que un peu partout, bien au-delà, en Amérique du Sud, un peu partout, il y a quelque chose qui est en train de se passer qui quelque part angoisse le citoyen, mais qui n'autorise pas. Et qui, évidemment, nous sommes Français, nous nous intéressons à ce qui se passe en France. Éventuellement, nous pouvons regarder un peu chez nos voisins européens. Mais quand on fait une analyse, il faut la replacer. C'est pas une leçon que je dis, mais c'est mon vécu. Cela dit, après, ça peut rendre la chose encore plus complexe s'agissant de la réponse. On est dans une mutation mondiale qui touche de plein fouet la France, l'Europe, et attention, ayons les épaules larges parce que il faut pas fuir le défi, mais il faut savoir aussi que certains sont aux aguets derrière la porte. C'est bien pour ça qu'il faut. On choisit ce qu'on veut faire. C'est bien pour ça que les réponses ne peuvent pas être les mêmes qu'on a apportées depuis toujours. Et vous avez raison. Prenez le Chili, l'Équateur, le Liban, l'Algérie, Hong Kong, la France, la Catalogne. Vous voyez bien qu'aujourd'hui il y a une crise. J'ai plein de combats, mais c'est une crise démocratique, sociale, une crise de civilisation, une crise de mutation. Donc à un moment donné, il va falloir changer de braquet, il va falloir poser la question du capitalisme et la question du libéralisme qui s'impose partout dans le monde. Et juste une chose, peut-être qu'on sera d'accord, ce qui se passe aussi quand on voit l'ensemble des mouvements que je viens de citer aux quatre coins du monde, c'est aussi un retour de la conscience de classe, c'est aussi un retour de la division de classe, c'est aussi un retour, je pense, de la lutte de classe de manière générale. Les choses sont si graves qu'on ne va pas se quereller sur le vocabulaire. Patrick Vignal, un dernier mot. Sur le thème de l'écologie, c'est pas les politiques qui changeront, ce sont les Français qui vont nous montrer la voie. Et c'est vrai que souvent, la classe politique est toujours en arrière-plan de ce qui va se passer. Vous parliez tout à l'heure, monsieur, de la force citoyenne. Ce sont les Français qui nous feront muter en écologie. J'en suis convaincu. Merci à tous les quatre.